Bon, les cadres euh, théorétiques du modèle structurel d'investissement en boucle fermée avec le tuple du taux de change et des taux d'intérêt. J'ai eu vraiment ce mot tuple. Pourquoi? Parce que le cours de change, le taux de change n'existe pas sans la triade du cours, des taux et si quelque chose change, les autres éléments doivent changer aussi. Mais si le taux de change change, quand les réserves sont en place ou quand les taux d'intérêt sont en place, ce sera quelque chose de local ou sur une période courte. Et le système doit équilibrer cette situation. Il y a quelque chose qui est difficile à confirmer, mais c'est à quoi je me base. Donc, premièrement, notre banque centrale dit que le taux de change, ce n'est pas un paramètre qui dirige. Donc, c'est quelque chose qui flotte librement. Là, je ne suis pas d'accord. Si le changement de réserve n'égale pas zéro, donc, et si les réserves changent à cause de la Banque centrale, etc., ça, c'est la gestion du taux de change. Deuxièmement, quand sur le marché intérieur, il y a un vide qui est créé à cause du départ des sociétés étrangères, à cause de l'élargissement du marché, à cause d'introduction de nouvelles technologies. Donc, le remplissage de ce vide avec les marchandises de production antérieure, ce n'est pas la même chose que l'élargissement grâce à un remplissage, grâce à une sortie sur une marché étrangère. La qualité de ces options est différente. Bien sûr, on peut remplir ces vides et dans les statistiques, on va enregistrer cela comme la croissance, mais je pense que dans ce cas-là, il y aura des difficultés dans l'économie. Et contrairement, si on prend une part du marché global, c'est positif pour l'économie. Bien sûr, les difficultés dans l'économie impactent la croissance et impactent la situation globale économique. Une autre axiome, c'est le fait que la souveraineté technologique ne peut pas être atteinte. On peut atteindre la souveraineté dans une chaîne de production, mais si nous parlons non pas d'un projet où c'est simple de le faire, mais si on parle d'une série de projets, d'une frontière de technologie, donc chaque étape, chaque palier de technologie doit être basé sur un marché large. Ce n'est pas seulement un marché qui est limité, un marché intérieur. On doit être un vrai compétiteur sur le marché étranger. Donc, j'ai quelques doutes sur le fait comment est-ce qu'on peut calculer tout cela. Si, par exemple, une grande partie du marché intérieur se libère et on doit remplir ce vide grâce aux marchandises de grande consommation, grâce au secteur de défense, grâce à d'autres secteurs, bien sûr, on peut avoir cette croissance, on peut atteindre une croissance de 4%, et Dmitri en a parlé. Mais si nous parlons que cette croissance soit durable et que la croissance que nous avons maintenant soutienne la croissance dans les années à venir, donc cela doit améliorer la situation économique. Et là, j'ai quelques doutes. Et maintenant, je voudrais proposer une idée dont je vais parler aujourd'hui. Mon idée du modèle en boucle fermée est que le taux de change et les taux d'intérêt déterminent la structure des investissements dans les industries euh, de rente. Ce sont les secteurs des hydrocarbures et d'autres secteurs de matières premières qui exploitent les matières premières et les exportent, et les industries technologiquement avancées qui sont toujours intégrées dans les chaînes de production, dans les chaînes de logistique, et ils ont besoin des produits d'importation. En même temps,
Ce que nous voulons, ce que nous voulons développer, ce sont les secteurs technologiquement avancés. Est-ce qu'on peut financer ces industries avec des projets d'investissement grâce aux instituts de développement ou grâce à d'autres projets d'investissement? Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Maintenant, une idée très simple. On divise l'économie en deux systèmes. Un système qui est orienté vers les clients et l'autre secteur qui est orienté vers des avancées technologiques. Si le taux de rouble se renforce, cela peut être fait avec une rapidité différente. On va en parler. Par exemple, le renforcement du rouble se fait trop rapidement et il y a un secteur qui perd des profits et d'autres secteurs, par exemple, n'ont pas encore fait des investissements. Et donc, tout le gâteau, dans tous les secteurs, cela baisse. Et par exemple, dans d'autres cas, il y a une partie des entreprises qui ont des profits et d'autres entreprises qui sont technologiquement avancées qui ne peuvent pas investir plus. Donc, l'idée est de trouver cette rapidité avec laquelle on peut renforcer le taux de la monnaie. Et je voudrais la lier à la rapidité de l'absorption des des capitaux ou avec la rapidité des possibilités des sociétés technologiquement avancées de profiter de ce renforcement. Et dans ce cas-là, donc, cela ne va pas vraiment tomber, chuter. Quand on a une redistribution, par exemple, dans le pétrole, le gaz, il y a moins de profits, moins d'investissements, mais dans d'autres industries, il y a plus d'investissements. Cela se passe sans l'engagement, sans l'intervention de l'État directe, sans l'intervention directive directe de l'État, mais grâce euh, aux facteurs économiques. Et le but de ce modèle, c'est de trouver cette rapidité. Nous pouvons calculer les lags, on peut dire, d'investissement dans les secteurs différents. Nous, bien sûr, ces secteurs sont différents aussi. Les secteurs de services, on peut créer un start-up en quelques mois. Il y a des secteurs de production où même 3 années ne vont pas être suffisantes. Des fois, il faut réaliser un projet et, par exemple, cela va prendre 1 ou 2 ans et il faudra investir encore pendant quelques années. Donc, la diversification est très large, mais on peut avoir des modèles, donc un certain lag pour un certain processus, etc., et calculer la rapidité, quels projets seront réalisés plus rapidement ou plus lentement. Et pour certains projets, on peut avoir des objectifs. Donc, par exemple, dans 3 ans, nous allons avoir ce taux-là, ou bien on peut lier au taux de la monnaie les objectifs du projet. Qu'est-ce que nous pouvons avoir finalement si nous avons ce modèle? Le sous-développement de l'industrie, donc on peut voir la rapidité du sous-développement. On peut avoir aussi la rapidité avec laquelle les secteurs peuvent profiter des changements dans le taux de change. Et aussi, nous pouvons voir quelle rapidité va nous aider. Et il y a un collègue qui a montré un tableau très différent, très intéressant durant un conseil scientifique. Euh, Cela a utilisé les concepts de parité, par exemple, et il a montré aussi que si on ne renforce pas le taux de change, on peut tomber dans un piège quand, par exemple, le pays freine tout simplement et ne peut pas profiter de cette politique. C'était au Japon, par exemple, il y a eu une période pareille. Donc, il nous faut trouver non pas juste un indice du taux de change, mais la rapidité de renforcement ou non-renforcement du taux de change. J'ai volé cette diapo-là de la présentation de mon collègue, mais voilà, je fais encore quelques commentaires à cette diapo.
Il faut noter que dans cet échelonnage, dans ces étapes, des pas sur la restructurisation de l'économie, au début, il y a les instituts de développement et le budget. Ce sont les deux premières positions. Les prêts bancaires, aussi la première étape, oui, à la troisième place, et à la première place dans la dernière étape. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec une telle prioritisation. En 2021, je me rappelle que dans l'Institut, nous avons fait un rapport sur le développement à long terme et avec collègue Sonsev, nous avons rédigé un chapitre sur le développement financier et nous avons expliqué que le développement des projets financiers ne passe pas par les banques parce que les banques ne savent pas calculer cela. Et les nouveaux projets se développent grâce aux fonds d'investissement. Donc, ce sont de l'argent privé qui doivent être appliqués et qui cherchent d'avoir les profits grâce à la croissance de la capitalisation, non pas du taux, mais de la capitalisation. Donc là où quelque chose de nouveau se développe, il y a des marchés nouveaux qui sont créés. Là, les investisseurs cherchent la capitalisation. Ils investissent via des fonds d'investissement, via des fonds ventures et les banques arrivent plus tard. C'est quelque chose de stable parce que les banques, conformément à leurs règlements, ne peuvent pas risquer autant. Ça, on parle des secteurs qui ont une croissance très rapide, hein. En ce qui concerne les instituts de développement, ils peuvent couvrir des lacunes, des manques dans des chaînes technologiques concrètes. Par exemple, nous avons tout, mais nous n'avons pas une technologie concrète ou un logiciel concret parce que le marché est trop petit. Par exemple, nous n'avons pas de roulement, voilà, ou de quelque chose. Et personne ne veut pas le faire. Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans notre industrie. Oui, ça se passe souvent. Et on peut commander quelque chose chez les Chinois, par exemple, parce que les Chinois travaillent pour le monde entier et ils peuvent faire non pas 20 pièces, mais 20 000 pièces et ils vont le faire. Et donc, à ce niveau-là, l'échelle de la production va couvrir ce manque. Dans les cas où faire juste 20 pièces pour notre production, ce sera trop cher. Dans un autre cas, si nous ne voulons pas acheter cela chez quelqu'un, donc nous pouvons financer notre production pour produire ces 20 pièces. Nous allons perdre de l'argent et les institutions de développement vont perdre de l'argent. Cela ne va pas donner des profits. Mais voilà, c'est le coût de la souveraineté technologique. Si nous leur posons l'objectif d'être souverains et d'avoir les profits, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas couvrir ces lacunes, ils seront juste des fonds d'investissement. En ce qui concerne le financement bancaire, mon collègue hier a parlé dans son intervention que ce serait bien d'augmenter sa part jusqu'à 10% en ce qui concerne la part de financement sélectif. J'ai fait mes calculs après son intervention. Nous avons 140 000 milliards d'actifs bancaires maintenant pour le printemps. Dans ces 140 000 milliards, 10 000 milliards, ce sont les prêts subsidiés pour les PME via Web, d'autres banques et d'autres institutions de développement. Web, ce n'est pas une banque. 7 000 milliards, ce sont les hypothèques subventionnées. Donc, 17 000 milliards de 140 000 milliards. Donc, c'est déjà plus de 10%. En fait, il y en a plus parce qu'il y a des crédits pour le secteur de défense et d'industrie, mais si nous analysons les facteurs qui sont faciles à analyser, voilà, nous le voyons déjà. Nous pouvons augmenter la part du financement directif
pour renforcer notre économie. Bon, je ne suis pas sûr que nous le pouvons faire vraiment, bien que dans l'expérience française, a- ça s'est passé, mais peut-être que cela ne va pas viser la croissance, cela va plutôt couvrir les vides, les lacunes dans la profitabilité qui peut détruire la chaîne. Et encore une fois, ce n'est pas nécessaire que cela va apporter des profits pour le secteur où c'est utilisé et de la part des sociétés qui participent en cela. Peut-être que les profits vont être perdus, mais les profits vont être générés dans l'échelle macroéconomique. Donc peut-être que dans une certaine chaîne technologique, il y aura des pertes. Et par exemple, quelqu'un dit, voilà, vous perdez de l'argent, mais vous ne voyez pas l'effet macroéconomique. Donc, si vous participez à la distribution des profits, vous allez connaître où les profits passent. Mais dans tous les cas, il faut avoir l'image entière. Donc, j'ai des doutes sur le fait que les institutions de développement nous donneront une croissance significative. Encore une diapo du rapport d'Alexandre d'hier. Il a démontré le rapport qu'avec 67 roubles, c'était 1,7, ou plutôt avec 75 roubles en dollars, c'était 1,7, et avec 90 roubles, c'était 1,5. Et donc, qu'il y aura une perte. Je voudrais illustrer ces calculs avec mes calculs pour l'année précédente. Voilà le taux de change et la parité de la possibilité d'achat. Vous voyez que le pouvoir d'achat change. Voilà, c'est montré en vert. Puis en bleu, c'est le taux d'échange. Et vous voyez qu'il y a de grandes différences des fois entre la parité du pouvoir d'achat et le taux de change. Et vous voyez aussi une ligne rouge, c'est le désalignement. Et vous voyez qu'il y a eu en minimum 0,3, 0,4. Donc, c'est 1 sur 3. Mais il y a eu des augmentations jusqu'à 0,6 aussi. Qu'est-ce qui se passait dans l'économie durant des étapes différentes quand ce ratio augmentait ou se réduisait? Théoriquement, si nous avons un grand désalignement, qu'est-ce que nous avons? Les exportateurs reçoivent beaucoup de profits, beaucoup de bénéfices. Ils reçoivent des profits dans la monnaie étrangère et ils peuvent changer cette monnaie étrangère avec un taux élevé. Ils vont dépenser ces profits à l'intérieur du pays selon la parité du pouvoir d'achat pour les salaires, etc. Et ils gardent la différence pour eux. Donc, ils ont beaucoup de profits, ils accumulent de l'argent, ils peuvent faire des investissements. Et qu'est-ce que vont faire les industries qui travaillent dans le marché intérieur, donc qui reçoivent selon la parité du pouvoir d'achat, mais qui dépensent pour le taux d'échange et qui dépensent pour l'extérieur? Bon, eux, ils vont profiter si ce désalignement sera moindre. Et voilà, vous connaissez bien cette charte. Je l'ai pris pour illustration. Anneaux, ce sont les secteurs des matières premières. Voilà, ici. Les secteurs de matières premières, c'est l'industrie lourde, l'industrie de matières de transformation. Et vous voyez que durant les 20 années, ils ont reçu des profits. La couleur orange, cela veut dire qu'il y avait beaucoup de surplus dans leur rentabilité, dans leurs profits, dans les taux dépositaires. Là, c'est l'industrie légère. Ils recevaient aussi des profits durant un grand nombre d'années, euh, durant des moments de désalignement qui étaient bas et de désalignement élevé.
il y avait des chutes seulement en 2013, 14 et en 2012. En 2009, bien sûr, c'est compréhensible, mais après, c'était en 2012, en 2013 et 2014. Après 2014, ils ont commencé à recevoir une certaine rentabilité. Pourquoi est-ce que c'était 2012, 2013, 2014? Ce sont les années quand un grand nombre d'industries ne recevaient pas assez de profits. On aurait pu penser qu'en 2012 et 2013, le désalignement, le ratio de la parité et du taux d'échange était assez élevé et le taux dépositaire n'était pas très élevé. То есть полностью данной модели не описывается ситуация. Donc, ce modèle ne décrit pas Давайте посмотрим еще на la другие situation complètement. Et maintenant, voyons les autres industries, la transportation, и прочие бизнес-услуги. finance et les autres services. Là, Восьмой, ces industries étaient assez confortables pendant les années 2006 à 2008, puis la chute en 2009, et puis on voit l'amélioration. нижняя часть графика это La partie basse здравоохранение. de ce diagramme correspond à l'éducation et les services Разбиение по отраслям médicaux. Donc, cette repartition par industrie est le tuple avec le taux de change et la parité nous dit que la situation est en vrai très complexe. Et on voit que le taux devrait être plus bas pendant ces années et considérant les parités, le taux devrait être plus bas, 5% maximum pour ces sociétés. Si la proportion, la situation aurait été différente, le taux pourrait être plus élevé, mais pas pour les services, pas pour ces industries, parce que ces industries ne pouvaient pas avoir des investissements et le niveau de rentabilité dans ces circonstances. Donc, on ne peut pas voir seulement le parité, on doit voir ces aspects avec le taux d'échange. Et on doit avoir une prédiction et une vision dans le futur assez avec une perspective assez longue, et on doit prendre en compte tout cela dans le cadre des plans des investissements. Donc, vous voyez ici, le taux d'échange s'augmente et les investissements s'augmentent. Et maintenant, voyons. Bon, je vois qu'il y a des questions qui sont posées au chat, donc je vais les prendre juste après la présentation. Donc, maintenant, voyons théoriquement la situation quand la différence entre le taux d'échange et le parité n'est pas autant importante. De toute manière, on a la différence entre les industries, parmi les industries différentes. Vous voyez l'extraction des matières premières et les autres industries. Donc, ici, on voit que dans cette situation-là, l'extraction de matières premières aurait
perdu leur rentabilité et c'est que la construction qu'aurait pu gagner dans ce cas. Parce que la construction utilise des matières importées. La commerce gagne aussi parce qu'elle est liée au gaz. Les différents services, bon, ça dépend, services publics et administration se sentent bien dans cette situation parce que avec le rouble faible, leur coût, leurs dépenses va être moins lourd. Mais généralement, le résultat global serait moins élevé. Et maintenant, je voudrais présenter deux scénarios quand le gâteau général, le changement est au niveau de 0. Ici, c'est le scénario quand la parité et le taux d'échange, la différence entre eux est 0,5 et c'est l'indicateur, cet indicateur reste le même pendant toutes ces années. Oui, il y aura des industries qui auraient pu gagner dans ce cas, moins ou plus, mais généralement, ça sera comme ça. Et on a vu cette situation avant 2005, mais maintenant la situation change en Russie. Donc, le parité 0,5, le gâteau général resterait la même. Et imaginons la situation sans Gazprom ou avec Gazprom, mais sans les revenus de leurs exports. Bien sûr que maintenant, Gazprom toujours gagne de l'argent. Donc, dans cette situation-là, sans Gazprom, le 0 aurait pu être atteint à ce niveau. Et si on parle de 0,5, le parité serait au niveau de 30 et le taux d'échange serait au niveau de 45. Et c'est l'influence juste de Gazprom. Donc on voit que une économie qui ne s'appuie pas sur les matières premières demanderait une proportion différente. On voit que le budget se sent mieux dans cette situation aujourd'hui, mais ça ferait le présent type de l'économie freine le développement des nouveaux produits. Qui gagnent, ce sont les entreprises qui sont orientées vers le marché interne et on peut dire que la souveraineté économique peut être atteinte au niveau technologique assez bas. Et on ne peut pas dire que dans les situations comme ça, on peut attendre la croissance stable. Mais même si on prend les technologies concrètes, par exemple, quel taux d'échange est-ce qu'il nous faut pour exporter
des nouvelles technologies. Bon, il faut penser à tout cela. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant je vais prendre vos questions. Je vois qu'il y a des questions en ligne. Je vois qu'il y a des questions de Mikhail Gusev, Oleg et Jacques. Mikhail, c'est à vous. Bonjour collègues. Ma question est la suivante. Comment le fort rouble peut nous aider dans le cadre d'exemple d'Avtovaz parce que si on voit les investissements, ça, je ne vois pas comment ça va nous aider. La réponse. Bon, quand les sanctions étaient introduites, Avtovaz devait arrêter sa production parce qu'il n'y avait pas assez de pièces détachées. Après, Avtovaz s'est adopté. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut donner on peut attacher nos entreprises aux tâches simples ou simplifiées et cela peut marcher économiquement, mais la question est si généralement ça va être efficace. Je ne pense pas que c'est une stratégie efficace et ça ne peut résulter qu'en ironie ou des situations assez paradoxales. Oleg, vous avez une question? Bon, j'ai un commentaire plutôt. Bon. En fait, je ne peux pas penser à une situation quand on aurait 10% de financement direct. Mais si on parle des priorités et la répartition des priorités parmi les instituts différents, ici je peux proposer mon avis. En fait, ça dépend de comment on le voit de cette répartition. Si on parle de son rôle général, parce que Alexandre Chirov a parlé de rôle de financement. Les banques peuvent économiser sur leurs finances et supporter plus les entreprises. Ça dépend du mode de financement. Si on augmente la monétisation de l'économie ou si on ne fait que le changement de la répartition interne, c'est que les banques et le budget qui peuvent faire cela. Est-ce qu'on considère l'option quand les banques participent à la création des fonds d'investissement et dans ce cas, c'est difficile d'évaluer leur rôle. Je pense qu'on peut voir que les résultats finaux d'investissement. Moi, je plutôt pensais au rôle des banques plus globalement, pas seulement dans le cadre des résultats finaux. Et je pense que les banques doivent
jouer le rôle plus important que le budget et ce sont les banques qui doivent prendre les risques. C'était ça ma logique. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'introduction de cette notion de complexité. Moi, j'étais plus modeste. Je parlais de la qualité très généralement. Je parlais de la diminution de qualité de la production. Mais je pense que généralement, dans le cadre de cette logique, on est plutôt d'accord ici. Merci pour votre présentation. Anton, oui, je suis d'accord que le rôle des banques est très important. Monétisation n'est pas lancée par les banques, mais les banques soutiennent cette tendance. Et l'argent, on voit la création des argents quand il y a une promesse ou une confiance à la marché, à l'apparition de quelque chose de nouveau et les banques soutiennent cette confiance et là on voit la création de l'argent, mais ça c'est une discussion assez théorique déjà. Jacques, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Une question pour Anton. En fait, quand tu présentes l'économie russe, et tu as tout à fait raison, comme une économie à deux secteurs, un secteur rentier, un secteur de haute technologie, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans le calcul du taux de change, appliquer l'équivalent d'un modèle de Lewis tel qu'il avait été conçu pour modéliser des économies bisectorielles? Alors, le modèle de Lewis s'applique à la question des salaires, mais je pense qu'on peut en tirer des conséquences tout à fait intéressantes sur la question du taux de change. Nous pouvons bien sûr partager sur tradables et non-tradables, donc ce qu'on peut commercialiser ou pas. Mais je propose de réunir certains paramètres, le taux de change, le taux d'investissement et la rentabilité, et de montrer que l'un ne peut pas vivre sans l'autre, que les investissements, c'est quelque chose qui résulte. Bien sûr, une partie de ces études a déjà été réalisée. Et durant cette dernière année, j'ai vu certains modèles qui auraient pu être intégrés très bien dans cela. Je ne les ai pas inclus dans la présentation parce que je n'ai appris qu'hier que je vais faire le rapport aujourd'hui. Donc, cette diapo avec les liens sur la littérature, ça prend le plus de temps pour le faire, mais oui, il existe des modèles et je suis d'accord, Jacques, qu'ici, on doit se baser sur le fait, sur ce qui a déjà été fait et ensuite synthétiser tout cela. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Une question très courte? Anton, bonjour. La question suivante. Si tu étais le président de la Banque centrale russe, donc aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que tu ferais pour régler la situation? Quand le taux de rouble, c'est plus de 90 roubles, tu as dit qu'il ne faut pas ralentir la rapidité de la croissance. Donc, quelle option analyserais-tu? Merci pour cette question. Premièrement,
j'analyserai les chiffres qui ne sont pas disponibles à nous et qui sont disponibles aux représentants de la Banque centrale. Et je regarderai qu'est-ce qui est fait réellement, comment est-ce qu'on peut structurer l'économie et les mouvements de l'argent dans certaines boucles. Oui, c'était dans la présentation de Shakir, dans leurs liens. Ça, je ne le connais pas. Je regarde le niveau macro. Et depuis ce niveau macro, je peux imaginer qu'est-ce qu'on aurait si on savait tout, ou au moins ce que la Banque centrale et les organes fiscaux savent. Pour prendre des mesures concrètes, il faut vraiment plonger dans cela. Et ensuite, le taux de change, ce sera le résultat de ce dans quoi les personnes veulent investir et des prêts que les personnes veulent prendre. Si on parle des projets, je ferai plus d'attention aux projets qui ne sont pas lancés, qui n'ont pas été lancés durant les années précédentes et quelles étaient les raisons et qui ne sont pas lancés maintenant et quelles sont les raisons. Et si on change un peu le taux de change, si on change un peu le taux d'investissement, voilà, je pense que c'est le plus intéressant. C'est cette partie de l'économie que nous ne voyons pas parce que ça n'existe dans les statistiques, mais cela existe réellement et cela influence réellement les investisseurs parce qu'ils connaissent quels sont ces projets, ils connaissent où ils peuvent avoir des profits et les profits qui n'est pas reçus par l'économie, par les banques, par les agents économiques, par la population finalement. Cela se passe parce que quelque chose l'empêche. Et ce qui l'empêche, ce sont les actions actuelles de la Banque centrale, peut-être. Ou bien ces actions de la Banque centrale n'empêchent pas cela. Si je le savais, j'aurais pu répondre à votre question. Malheureusement, maintenant, je vous propose juste un cadre, juste une approche dans le cadre de laquelle on peut s'approcher de cela. Merci. Maintenant, juste un petit commentaire et puis la pause café. Nous allons voir maintenant que Anton est un peu pessimiste quand même. Et vice-versa, Dmitri était plus optimiste. Sacha est plutôt optimiste aussi. Mais je ne sais pas si c'est la mentalité française, mais même en France, je connais un économiste qui est encore plus pessimiste. Par exemple, ils ont dit, c'était il y a 4 ans, ils ont dit que Gazprom était en banqueroute, était en faillite. Bon, voilà, ça arrive. On est tous différents et merci beaucoup pour vos opinions différentes.